Salut les terriens, aujourd'hui on retourne à Boca Chica sur la Starbase, ce projet complètement fou d'Elon Musk pour construire le plus gros vaisseau spatial du monde et pour lequel l'activité sur le site de construction ne s'arrête jamais. C'est un programme chargé pour cette rentrée, à en croire les efforts qu'ont fournis celles et ceux qui travaillent à Boca Chica. En effet, l'été n'a pas transformé les employés de SpaceX en cigales, et tandis que certains, comme Blue Origin, s'acharnent au niveau administratif pour freiner la progression constante de l'entreprise d'Elon Musk, un véritable travail de fourmi chez SpaceX a permis de finaliser certains chantiers. Pour ce journal de la Starbase, nous irons donc prendre des nouvelles du Starship et de son booster Super Heavy pour savoir s'ils ont eux aussi passé de bonnes vacances, et nous verrons que les infrastructures ont été bichonnées et améliorées. Nous ferons aussi un léger saut dans le temps afin d'aller regarder de plus près les premières futures missions qui seront réalisées par le Starship, mais avant toute chose, et pour rentrer dans le vif du sujet, nous allons nous intéresser à un élément crucial en termes de développement pour le futur et premier spatioport terrien. C'est parti! Qui dit tir orbital dit aussi ferme à ergol orbital, et ça tombe bien parce qu'en ce qui concerne cette partie, les progrès accomplis sont juste incroyables. Et oui, quand on sait que les GSE, les Ground Support Equipment, seront placés à 100 mètres seulement du pas de tir orbital afin de pouvoir alimenter le Starship et le Super Heavy en ergol, mieux vaut s'assurer de limiter les risques d'explosion. Pour cela, les travailleurs de SpaceX ont déjà effectué toute une batterie de tests et ne sont pas encore au bout de leur peine. Les GSE, ou réservoirs pour les moins anglophones d'entre nous, ont été construits sur le site Sanchez à côté du site de construction en seulement quelques mois et sont quasiment tous terminés. Le GSE numéro 7, destiné à stocker le méthane, arrivé sur le site le 1er septembre, est déjà en cours de préparation pour une installation définitive dans le dernier emplacement disponible de la ferme à ergol. Quant au GSE 4, il a été retiré du site de construction pour être déplacé jusqu'au site de lancement le 23 août dernier, avant d'être finalement rapatrié sur le site de construction une semaine plus tard. Apparemment, il s'agissait de tests de pression qui n'ont révélé aucun risque majeur. Je suis certain que beaucoup d'entre vous se questionnent à propos de cette attention toute particulière de SpaceX pour ses réservoirs au travers des nombreux tests effectués. Pourquoi certains réservoirs paraissent-ils légèrement différents en termes de structure et d'esthétique ? C'est tout simplement parce que l'entreprise d'Elon Musk aura besoin de différents produits de base pour le Starship et le Super Heavy, et par conséquent de différentes structures. Un GSE pour l'eau, un pour le méthane, pour l'oxygène et enfin pour l'azote, et mis à part l'eau, tous auront besoin d'un environnement structurel spécifique, ainsi que d'un système cryogénique, c'est-à-dire de refroidissement. Et oui, pour rappel, les ergols prennent moins de place sous forme liquide, on préfère donc les stocker sous cette forme. Mais sous la chaleur du soleil texan, difficile de maintenir les températures au plus bas, et SpaceX va donc envelopper ces GSE d'une protection thermique, appelée cryoshells, qui sont ces coques extérieures blanches destinées à être posées par-dessus la structure même des GSE. À l'heure où j'écris cette vidéo, on ne sait pas encore si l'entreprise a prévu de combler l'espace entre les deux coques avec un gaz, de l'azote ou un autre type d'isolant, tel que de la perlite, un matériau d'aspect granuleux ou poudreux et de couleur blanche. Bien qu'il semble que l'un des cryoshells ait été rempli de perlite il y a quelques jours, on se doute qu'il ne s'agit là encore que de tests d'expérimentation et rien de définitif. Chaque GSE aura donc une taille différente de son voisin et certains seront renforcés au niveau de la jonction des segments, tandis que d'autres n'en auront pas. Toutes ces expérimentations peuvent paraître excessives lorsqu'on n'est pas conscient des enjeux de sécurité sur le pas de tir, mais sachant que pour un seul vol orbital du Starship, il faudra compter sur 4600 tonnes d'ergol, mieux vaut que tout ce petit monde cohabite bien ensemble et ne prenne pas un gros coup de chaud. Et oui, le moindre défaut sur les GSE et leur coque de protection pourrait entraîner une explosion gigantesque sur le site de lancement. Quand on connaît les températures qui règnent parfois au Texas en été, on comprend aisément pourquoi les équipes de SpaceX prennent alors autant de précautions. Concernant le QD Arm, le Quick Disconnect Arm, qui servira à ravitailler le vaisseau et dont nous parlions dans le journal de la Starbase au début du mois d'août, cette partie a bien été installée sur Mekazila, la tour de lancement, et tout un ensemble de systèmes de sécurité, de ravitaillement et autres ont été greffés dessus, faisant ainsi de ce bras articulé un véritable petit bijou technologique. Néanmoins, sur les photos, on s'aperçoit qu'il manque encore une petite partie pour atteindre la structure du Starship. Autre nouveauté, les grids fins du booster ont été peintes en noir sans qu'aucune photo ou vidéo n'immortalise l'événement. Ces grids fins ont été fixés sur le B4 au mois d'août, et pour rappel ils ne seront pas rétractables, Elon Musk ayant indiqué que ce choix éviterait d'inutiles complications tout en s'avérant être un avantage non négligeable en termes de freinage sur la vitesse du booster, et par conséquent un gain en termes d'économie d'ergol lors de la phase d'approche au sol. La table orbitale est quant à elle enfin achevée, ce qui représente une formidable avancée.
Celle-ci est maintenant prête à recevoir de nouveau le Starship complet, comme c'était le cas le 6 août dernier où le SN20 et le B4 ont été assemblés pendant 1 heure, faisant de l'ensemble la plus grande fusée orbitale jamais construite. Le Starship, en plus d'avoir fière allure, est également gigantesque, 120 mètres de hauteur dont 50 mètres pour le Ship 20 et 70 mètres pour le lanceur B4. En comparaison, la Saturne V du programme Apollo ne faisait, elle, que 110 mètres. Nous avons aussi vu apparaître à côté du Hyde B un nouveau chantier. Et oui, les équipes de SpaceX ont commencé à construire dès le 20 août dernier un autre Hyde B plus grand, qui selon Elon Musk fera 90 mètres de haut, c'est-à-dire 9 de plus que l'actuel. Il sera aussi plus large et plus profond que le précédent, de quoi accélérer la cadence de construction des Starships. Venons-en maintenant à nos deux appareils préférés, dignes représentants des plus grands rêves de l'humanité en termes d'exploration spatiale habitée, le Starship et son booster Super Heavy. Cela ne vous aura pas échappé, SpaceX se prépare pour le premier tir orbital du Starship, qui en attendant trône fièrement sur la rampe de lancement suborbital B. Son bouclier thermique est désormais presque terminé à l'heure où j'écris cette vidéo, un travail fastidieux car il s'agit de fixer des milliers de tuiles de protection ensemble. Si la majorité d'entre elles sont identiques, certaines ont des formes très spécifiques, notamment sur le nez du vaisseau et sur les ailerons, mais les techniciens de SpaceX devraient en venir rapidement à bout. Quand on sait qu'il leur a fallu seulement quelques semaines pour parer le vaisseau d'un bel habit noir et protecteur, on peut raisonnablement penser que d'ici 15 jours, le bouclier thermique soit opérationnel. Le Super Heavy B4 quant à lui a reçu ses moteurs au tout début du mois d'août, faisant de lui le tout premier booster destiné à un tir orbital. Pour le rattraper à son retour de vol comme nous en parlions le mois dernier, Elon Musk avait révélé qu'il prévoyait de fixer 2 bras articulés sur la tour de lancement, baptisée Chopstick ou baguette chinoise en français. En effet, le PDG de SpaceX a déclaré dans un tweet du 30 août, en faisant référence à la fameuse scène de Karate Kid, je cite « SpaceX essaiera à terme d'attraper des objets volants bien plus gros. Le succès n'est pas garanti, mais l'excitation oui. » Et quand on connaît la vitesse d'exécution des équipes de SpaceX, on ne devrait pas attendre trop longtemps pour les voir être installés. Du côté des 29 moteurs Raptor du booster, ils ont été désassemblés pour être réassemblés 11 jours après en seulement une nuit. 30 minutes pour fixer un Raptor, c'est juste incroyable et ça nous permet d'imaginer de nouveaux records à venir. En effet, le B5 et le B6 seront toujours pourvus de 29 Raptors, mais il y a fort à parier que le futur B7, lui, en compte 33. Il semble que les nouveaux Raptors aient été optimisés pour les futurs boosters et donc pour les premiers essais de tir statique du B5. Si l'on ajoute à cela le fait que des sections du S-21 ont été aperçues en train d'être assemblées, on imagine aisément la suite. Développer et tester en anticipant en permanence les futures générations de Starship et de boosters semble être une manie chez nos magiciens du New Space, du SpaceX tout craché. Quelles sont les futures missions que l'on peut imaginer pour le Starship ? De par une contenance à des capacités augmentées, ce vaisseau interplanétaire va sans doute prendre le relais de la Falcon 9 afin de poursuivre les mises en orbite de satellites Starlink. Le Starship sera en capacité de déployer des satellites de deuxième génération en plus grand nombre et plus massifs que les précédents, où chaque plan orbital comptera environ 120 satellites. Le Starship pourrait donc mettre en orbite plusieurs plans en un seul lancement, avec à son bord possiblement 400 appareils. Le Starship ayant aussi été validé par la NASA pour servir d'atterrisseur lunaire au sein du programme Artemis, le vaisseau va se révéler décisif pour le retour de l'homme sur la Lune. Mais avant cela, SpaceX prévoit plusieurs lancements de cargo pour le ravitaillement d'Ergol en orbite, afin que le Starship lunaire puisse faire le plein avant de partir vers notre satellite. Il risque donc d'y avoir un véritable balai cosmique au-dessus de nos têtes, avant qu'un équipage puisse enfin et à nouveau poser le pied sur notre satellite naturel. Elon Musk et SpaceX ont le don de nous faire rêver en montrant à quelle vitesse les projets peuvent vite devenir réalité. En effet, les formidables bonds en avant de SpaceX rendent les pronostics sur la date d'un futur tir orbital du Starship envisageables rapidement, et au vu de l'effervescence qui règne sur la Starbase, certains avancent une date pour fin septembre, tandis que d'autres, plus pragmatiques ou plus sceptiques, optent pour le milieu du mois d'octobre. Ce qui est sûr par contre, c'est que vous retrouverez toutes les avancées de ce pharaonique projet dans le journal de l'espace. J'espère que ce journal de la Starbase vous a plu, merci de faire briller ce pouce noir, et oui, il a changé de couleur, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos de la chaîne. Si vous souhaitez soutenir notre travail, direction la description de la vidéo. On se retrouve vendredi pour le journal de l'espace de la semaine, et mardi prochain pour une vidéo qui va se concentrer sur la genèse de cette incroyable entreprise qu'est SpaceX. En attendant, prenez bien soin de vous, salut les terriens.